Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Des signaux faibles apparaissent et des tendances se développent dans notre société. Les leaders savent les sentir et les transformer en opportunités pour créer leur business, étendre leurs activités et mettre au point les meilleures pratiques dans les industries du sport outdoor et du tourisme. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armelle Soleylac, spécialiste de prospective et de stratégie de marque, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises, et en particulier des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette deuxième saison, à l'aide de nos invités, nous voulons pousser un peu plus loin la découverte de chaque pilier de la plateforme de marque et certains métiers liés au marketing et à la communication des marques de sport outdoor et des destinations touristiques. Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, nous allons parler de la promesse pour une marque territoriale. Et pour illustrer ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Camille Dutoit, directrice du site de Montchavin-les-Coches à l'Office de tourisme de la Grande Plagne. Bonjour Camille. Bonjour. Alors pour faire short and sweet, Armelle, est-ce que tu peux nous présenter ce pilier indispensable qu'est la promesse de marque, s'il te plaît ? Oui, bien sûr, Ariane. Alors, la promesse de marque, c'est un bénéfice, un avantage ou une qualité qui est plus ou moins différenciante dont le client va pouvoir bénéficier lorsqu'il consomme le produit, le service ou la destination touristique. Il s'agit des standards qu'une marque s'engage à respecter à tout moment. Ils sont souvent présentés sous la forme d'un énoncé qui peut être assez bref, assez accrocheur, mais c'est pas un slogan ni une signature. Cela dit, lorsque la promesse touche à des concepts assez forts comme la sécurité ou l'efficacité ou le plaisir, eh bien elle peut devenir la base d'un storytelling très riche puisqu'elle se rattache à des problématiques qui sont vécues par les clients. La promesse de marque se distingue donc d'une promesse publicitaire par son caractère plus général et plus stable dans le temps. Une organisation a évidemment intérêt à respecter sa promesse de marque, notamment si celle-ci est fortement mise en avant, parce qu'elle peut impacter le niveau de satisfaction ressenti. Ce phénomène est particulièrement exacerbé dans les domaines des services, du luxe et évidemment du tourisme. Plus une marque ou une destination pourra tenir sa promesse de marque annoncée de façon répétée dans le temps, plus sa valeur augmentera aux yeux des clients. De même, plus une marque est connue, plus les clients s'attendent à ce que la promesse de marque soit tenue à chaque fois. La promesse de marque va également au-delà de l'expérience client. Elle s'applique aussi à ce à quoi les employés peuvent s'attendre lorsqu'ils travaillent pour une certaine organisation. Certaines marques peuvent notamment valoriser un environnement de travail respectueux, solidaire et passionné. Et du coup, selon toi, Armelle, c'est quoi les fondements d'une promesse réussie ? Pour rédiger une promesse de marque réussie, il y a 3 fondements à respecter. Elle doit être simple, plus elle est courte et facile à comprendre, plus elle aura d'impact. Honnête, si l'expérience vécue par les clients ne concorde pas avec la promesse de marque, c'est toute la crédibilité de l'organisation ou de la destination qui en souffrira. Et elle doit pouvoir être tenue dans toutes les situations par tous les employés, d'où l'importance de faire simple. Enfin, elle doit être inspirante. Simple et honnête ne signifie pas banal. Il faut éviter de promettre le strict minimum, la garantie d'être un brin audacieuse pour marquer les esprits de vos cibles et vous distinguer de vos concurrents. Alors Camille, avant de parler de la promesse de marque de la Plagne, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique que tu as effectué avant de commencer à travailler pour les stations de montagne ? Oui, bien sûr. Donc moi, j'ai eu un parcours académique déjà très professionnel, puisqu'en fait, j'ai réalisé après un bac littéraire classique, j'ai réalisé l'intégralité de mes études en alternance. Donc un BTS tourisme, puis une licence tourisme et enfin un master tourisme et commerce international. Et l'intégralité donc en alternance, ça m'a permis en fait déjà très tôt d'avoir une vision assez complète du monde du travail et une vision également assez complète des différents tenants
du tourisme, puisque j'ai fait un BTS en alternance au sein d'un hébergement. Donc j'étais réceptionniste et responsable de réception. Donc ça m'a permis déjà de découvrir un petit peu le fonctionnement à avoir avec les vacanciers, vraiment la vision hébergement. Ensuite, au niveau de ma licence, j'ai travaillé pour une centrale de réservation. J'étais responsable de cette centrale de réservation dans un premier temps. Donc, j'ai développé une vision commerciale aussi du tourisme en montagne, en station de ski. Et ensuite, en étant directrice de cette centrale de réservation et également directrice adjointe de la SEM à Saint-François-Longchamp Tourisme, ça m'a permis de développer vraiment une vision managériale, une vision de l'environnement station et donc vraiment la vision transversale qui m'a permis de compléter ce parcours-là. Alors, en 2013, tu as eu une expérience professionnelle d'1 an au Canada. À ton retour, tu intègres la centrale de réservation pour la station de Saint-François-Longchamp dont tu nous as parlé en Maurienne. Tu vas en prendre la direction 3 ans après. Et ensuite, 2 ans plus tard, tu vas devenir la directrice adjointe de l'Office de tourisme. Est-ce que tu peux nous parler de ton évolution professionnelle au sein de la promotion de ce territoire et surtout des challenges que tu as dû relever? Oui, bien sûr. Donc, au niveau de l'évolution, effectivement, je pense que je rebondis sur ce que j'ai dit juste avant, mais je pense que c'est vraiment grâce à l'alternance que j'ai pu évoluer sur ce territoire-là, en travaillant pendant 3 ans en tant que en tant que chargée de commercialisation au sein de la centrale de réservation. Ça m'a permis vraiment de développer une vision complète. Et c'est ce qui m'a permis de devenir directrice de la centrale de réservation quasiment tout de suite à la fin de mes études, au bout d'1 an de mémoire. Et d'être en charge de la gestion de l'équipe également. Ensuite, j'ai été en charge donc directrice adjointe de la SEM, donc la SEM de Saint-François-Longchamp, qui gérait à la fois l'office de tourisme, la centrale de réservation et également des équipements. Et je trouve que c'est ça qui était intéressant dans cette mission parce qu'on avait vraiment l'intégration de ces différents éléments qui font que ça permet de travailler sur une offre globale station et d'avoir une promesse assez intéressante au niveau des vacanciers. Je te coupe pour nos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est qu'une SEM, c'est une société d'économie mixte. Oui, tout à fait. Par rapport aux challenges, donc des challenges, il y en a eu tout au long de ce parcours, puisque quand je suis arrivée en alternance au sein de l'office de tourisme, il a fallu déjà créer la centrale de réservation. Donc le premier challenge important que j'ai relevé, c'est la création, le développement de cette centrale de réservation, jusqu'à en devenir la directrice quelques années plus tard. Il y a eu des gros challenges aussi au niveau de DSP, donc une DSP d'une délégation de service public. On a repris en fait des équipements de la commune en délégation de service public au sein de la SEM pour pouvoir les gérer également. Donc là, on a eu des gros challenges, notamment sur un centre de balnéo et des équipements assez importants. Je pense que j'ai eu aussi un gros challenge au niveau du management, en fait, comment devenir manager, notamment au sein d'une équipe que je connaissais déjà bien. Donc j'ai évolué au sein de cette équipe, il a fallu aussi apprendre à devenir manager. Et puis un challenge que je relève toujours également, c'est la collaboration avec les élus, puisque c'est évidemment le cœur de notre métier et c'est pas toujours évident. Alors, tu occupes actuellement, ton poste, c'est la promotion d'un des 11 sites de la Plagne. La Plagne qui est l'une des stations de ski les plus fréquentées au monde. Comment est justement organisé l'office de tourisme de la Grande Plagne et en quoi consiste ton travail en tant que directrice de site? Quel est ton quotidien? Alors, je vais répondre dans un premier temps sur l'organisation de l'office de tourisme de la Grande Plagne. Donc, c'est une très très grosse machine. L'office de tourisme de la Grande Plagne a une compétence sur 3 communes différentes. Donc déjà rien que ça, ça complique déjà notoirement les choses. Ensuite, on l'a dit, effectivement, il y a 11 sites. Ces 11 sites-là, ils sont répartis en grands sites, on va dire. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis directrice de site à Montchavin-les-Coches. Ça représente déjà 2 sites, Montchavin et les Coches. On a un grand site qui s'appelle le site Altitude, qui regroupe toutes les stations d'altitude, donc 5 ou 6 stations qui sont regroupées au sein de ce grand site. Ensuite, on a le site de Montalbert qui concerne la station-village de Montalbert, le site de Champagny-en-Vanoise qui concerne en fait le versant sud du domaine skiable de la Plagne. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le site Vallée qui concerne en fait la vallée, donc M principalement, donc la ville qui est en bas, et puis le versant du Soleil qui est un versant non exploité en matière de domaine skiable en face, mais qui propose également des balades. Donc en fait, la base de l'organisation de l'Office de tourisme de la Grande Plagne, c'est ces 5 sites-là. Au sein de ces 5 sites-là, on a ce qu'on appelle des comités de sites qui sont en fait des instances politiques, donc qui regroupent des sociopros locaux, qui regroupent des acteurs économiques importants comme
les directeurs d'écoles de ski, comme des représentants du bureau des guides, du club des sports, les associations de commerçants, et également des élus. Donc, au sein de chaque site, on travaille via ces comités de site, en fait, pour être au plus près des spécificités de la destination et pour garantir une cohérence face aux attentes des clients. Tous ces comités de site sont regroupés au sein d'une AG, d'une assemblée générale de l'Office de tourisme, puis d'un conseil d'administration, puis d'un bureau, puisqu'en fait, je l'ai pas précisé, mais l'Office de tourisme de la Grande Plagne, c'est une association, donc avec un fonctionnement associatif. Donc là, on est toujours dans les instances politiques et en fait, on bascule sur les instances opérationnelles via le bureau, donc qui a un président, le président qui travaille en collaboration avec un directeur général de l'Office tourisme de la Grande Plagne. Et en fait, le directeur général de tourisme de la Grande Plagne travaille avec les 5 directeurs de site, dont moi, au sein d'un directoire et au sein de chaque site. Donc c'est un gros fonctionnement qui est assez complexe, qui commence à faire ses preuves aussi puisque ce regroupement-là date de 2016. Donc il y a un temps de mise en place, mais aujourd'hui ça commence à bien fonctionner. Ouais, donc moi, en tant que directrice de site, en fait, j'ai plusieurs rôles. Mon premier rôle, c'est de faire le lien justement entre cette grosse machine politique dont on a parlé et les acteurs locaux du territoire. C'est également la gestion de la relation avec les socioprofessionnels, la coordination des différents services qui sont sur place, donc par exemple le service événement, service animation, service accueil. Travailler aussi au rayonnement de la destination pour faire en sorte que mon site en particulier et les villages que je représente soient bien pris en compte au niveau global. Et puis, de manière générale, le travail avec l'ensemble des acteurs. La vérité, Camille, vous passez combien de temps en réunion par an ? Alors j'ai pas le chiffre exact, effectivement, on passe un temps assez considérable en réunion puisqu'on travaille aussi avec des commissions sur différents sujets comme les commissions événements, les commissions communication, les commissions cotisation. Donc on passe du temps en réunion, mais je dirais que ce temps est relativement bien optimisé, qu'on a des ordres du jour et des timings assez précis à chaque fois pour optimiser ces réunions. Mais je pense que de toute façon au sein d'un office de tourisme, on est toujours attaché à du politique et on passe forcément beaucoup de temps en réunion. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes missions actuelles et à contrario, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile ? Alors, ce qui me plaît le plus, c'est que mon travail, c'est que les gens passent de bonnes vacances. Donc ça, je trouve que c'est quand même assez chouette comme position. Voilà, c'est de se dire que comment je vais faire en sorte que les gens passent des vacances du mieux possible. Donc ça, je trouve que c'est quand même assez valorisant comme travail. J'aime aussi beaucoup la relation avec les acteurs, avec les élus, comprendre les intérêts, les besoins de chacun. Faire rayonner les villages. Moi, j'ai découvert Montchavin-les-Coches. Je suis pas originaire de Montchavin-les-Coches. Je l'ai découvert en arrivant pour travailler, mais c'est un village qui m'a beaucoup séduite. Donc voilà, contribuer aussi au rayonnement de ces villages-là, ça me plaît beaucoup. Travailler avec les équipes, avoir un job vraiment très polyvalent. Ça, c'est tout ce qui me plaît. Ce que je trouve un petit peu plus difficile, c'est parfois les relations avec certains socioprofessionnels ou certains élus qui peuvent toujours être compliquées. C'est de comprendre les attentes de tous et d'arriver à les retranscrire de manière opérationnelle pour satisfaire tout le monde. Donc voilà, je trouve que ça peut être un petit peu plus difficile. Et puis je rajouterai une difficulté cette année, c'est au niveau du recrutement. C'est compliqué de trouver des équipes avec qui ça fonctionne bien, de trouver des personnes qui ont envie de bosser, de s'intégrer au sein de la station. Donc je trouve que c'est de plus en plus difficile la partie recrutement aussi. Oui, c'est qui est propre à tout type d'activité actuellement en tout cas. Concernant la promesse de marque et le sujet de cet épisode, c'est quoi justement la promesse de marque de la Plagne ? Et étant donné que vous avez donc 11 sites regroupés en 5 grands sites, est-ce qu'il y a une promesse globale pour la totalité de la destination ? Je suppose que tu vas apporter des nuances. Et comment vous faites justement, s'il y a des promesses pour ces 5 grands sites ou ces 11 petits sites, comment vous arrivez à faire cohabiter et à valoriser la singularité de chacun de ces lieux, tout en ayant quand même une communication globale qui mette en avant la Plagne Paradis Ski, qui est la marque qui rassemble ?
Oui, effectivement, c'est toute la difficulté de ce territoire un petit peu géant. Donc, pour répondre à ta question, la promesse, il y en a qu'une, parce que c'est la volonté aussi d'avoir regroupé les territoires, c'est d'avoir un service communication marketing qui est complètement transversal. Donc, la communication et le marketing est géré vraiment de manière transversale sur tous les sites. Donc, la promesse, c'est nous sommes les artisans créateurs de vos souvenirs. Donc l'idée c'est de se positionner en créateur de souvenirs pour les vacanciers qui vont fréquenter la destination. Donc la promesse, on n'en a qu'une seule, elle s'applique sur tous les territoires. Elle se retransmet aussi à travers la vision qui est offrir éternellement à nos clients des moments d'exception. Donc on est vraiment sur en fait la volonté de créer du souvenir et de marquer la destination de manière à ce que ce soit un petit peu inoubliable pour les vacanciers. Effectivement, il a fallu travailler pour pouvoir le retranscrire à l'échelle de tous les sites, ce qui n'était pas évident. Donc en fait, aujourd'hui, la communication de la destination La Plagne, elle s'organise en 3 strates. La première strate, c'est la strate globale, qui est en fait donc la destination La Plagne, c'est-à-dire en quelque sorte, j'aime pas forcément ce terme-là, mais finalement La Plagne c'est une marque commerciale, ça correspond pas à un village ou un lieu en particulier. La Plagne tout seul, ça veut rien dire. C'est vraiment la marque commerciale, donc la destination. Éventuellement La Plagne Paradis Ski, là on identifie particulièrement le domaine skiable. Donc ce niveau de communication là, il correspond à la station qui englobe l'ensemble des sites. Donc là on parle de destination, on parle de station au singulier, on parle de grandeur, d'étendue. La deuxième strate de cette communication, c'est une station, 3 ambiances. Donc en fait, cette strate-là, elle sert à traduire les différentes ambiances de La Plagne. Donc les différentes ambiances, ce sont village, vallée et altitude. En fait, cette terminologie-là, elle nous permet de capitaliser pour poursuivre l'enrichissement de la perception de la destination. Donc là, on communique sur les termes d'ambiance, sur les termes d'univers, les termes de décor et les termes d'atmosphère. Ça permet en fait aux vacanciers de faire comprendre que oui, on peut partir à La Plagne tout en étant dans une station de très haute altitude au cœur d'un grand domaine, mais aussi en étant au cœur d'un village complètement perdu avec une ferme à côté du chalet. Et donc ensuite, la troisième strate, c'est décliner une station, plusieurs visages. Et donc en fait, ce niveau-là, il vise à illustrer et à rendre réelle la diversité des facettes de La Plagne. Donc on communique sur les 11 sites avec des traits de caractère marqués, qui sont des éléments en fait constitutifs de la personnalité globale de la destination. Donc là, on parle de site, on parle de village, on parle de visage également. Ça permet de communiquer sur les différents visages de La Plagne et de traits de caractère. Donc en fait, quand on communique, que ce soit sur des affiches, sur du print, sur du web, tout ça, quand on communique La Plagne, on est vraiment sur une notion de marque. Ça correspond pas à un lieu en particulier derrière. Et il y a quand même une particularité sur ton poste, c'est que tu fais quasi quotidiennement la promesse d'une certaine expérience touristique auprès des clients et des prospects qui passent à l'office de tourisme ou qui appellent à l'office de tourisme, mais c'est pas toi qui en maîtrise, ou tes équipes qui en tout cas qui en maîtrisent la réalisation, puisque c'est principalement des socioprofessionnels de La Plagne, des hébergeurs, des restaurateurs, des prestataires d'activités qui, eux, concrètement, mettent en œuvre cette promesse. Du coup, est-ce que il y a un travail de concertation qui est mené avec eux? Est-ce que vous avez, par exemple, des rituels? Comment est-ce que vous procédez, finalement, pour que ce travail collaboratif aboutisse, en tout cas, à Montchavin-la-Coche, à la bonne mise en œuvre, voire à l'amélioration continue de cette promesse de marque globale pour la destination La Plagne? Alors en fait, déjà la première étape quand cette promesse de marque elle a été créée, alors moi j'étais pas encore à ce poste à ce moment-là, mais ça a été de communiquer très largement auprès de tous les acteurs de l'environnement des stations pour qu'ils intègrent cette promesse de marque. Donc là il y a eu beaucoup de réunions ouvertes, de réunions publiques, voilà, pour communiquer sur cette image de marque. Moi je vais parler de ce que je fais à mon échelle au niveau de Montchavin-les-Coches pour faire perdurer un petit peu cette notion de transmission de cette promesse-là pour que les acteurs l'adoptent également. Moi, en fait, ce que j'essaye de faire à mon image, que ce soit autant auprès des équipes que des acteurs, c'est vraiment de transformer l'image de client en vacancier. Et je pense que cette terminologie-là, elle est très importante parce que tant qu'on aura une perception client, on sera plus dans l'objectif de rendre un service, de vendre un service, même, disons-le clairement. Voilà. À partir du moment où on adopte une posture où on se dit qu'en face de nous on n'a pas un client mais on a un vacancier, je trouve que ça permet vraiment de changer sa manière de penser.
Et donc moi je tanne constamment mes équipes avec ça quand je les entends parler de clients. Je commence à le faire aussi auprès des socioprofessionnels et ça commence à porter ses fruits parce que de plus en plus d'entre eux adoptent ce terme-là. Donc ça permet déjà de prendre du recul et de se rendre compte qu'en fait la personne qu'on a en face de nous, eh ben elle est en vacances et on peut en déduire que c'est comme nous quand on est en vacances, c'est-à-dire qu'on a des attentes très fortes sur nos vacances, on a envie que ça se passe super bien, ça représente un budget important, ça représente aussi quelque chose qu'on a attendu un petit peu tout au long de l'année et donc voilà, ça permet de recontextualiser et de faire comprendre aux acteurs aussi qu'il faut adapter son comportement en face de ça. On fait un gros travail de communication via des newsletters, que ce soit au niveau de mon site, mais aussi au niveau global du service communication, des newsletters pour communiquer auprès de cette promesse. Il y a eu des vidéos qui ont été réalisées également pour un petit peu transmettre cette promesse-là. Au niveau de mon site, on fait également des réunions à chaque début de saison pour reparler de ça. Le point communication est systématiquement mis à l'ordre du jour pour un petit peu marteler ces termes-là et les faire rentrer. Il y a un travail de sensibilisation qui est fait également via des masterclass, donc qui sont mises en place par le service communication, où on invite les acteurs à nous rejoindre sur des masterclass. Je pense notamment à une masterclass qui a été organisée sur les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux. Donc c'est pas forcément en rapport avec la promesse, mais ça permet en fait de faire comprendre aussi qu'on essaye d'adopter un ton un petit peu global pour que le vacancier ait une image un petit peu globale de la Plagne. Et puis le dernier outil un petit peu pour ça, c'est aussi les comités de site dont je vous ai parlé précédemment, puisqu'en fait à chaque comité de site, donc on a des acteurs qui représentent des collèges, par exemple un représentant d'association de commerçants qui va représenter le collège des commerçants de Montchavin ou des Coches. Et ces acteurs-là, ils ont un rôle important parce qu'ils ont le rôle de faire le lien aussi avec tous leurs pairs en fait et de transmettre les informations qu'on fait remonter via ces comités de site. Donc on évoque beaucoup l'aspect communication et l'aspect promesse aussi lors de ces comités de site pour que ce soit retransmis aux différents acteurs de la station. Alors cette année, la Plagne fête ses 60 ans. Alors on a pu découvrir un dossier de presse vraiment original hein, dans le fond, la forme. Moi j'ai spécial coup de cœur pour le Yogi Ski et le distributeur de Beaufort, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer le travail qu'il y a eu en amont au sein des équipes, y compris du marketing et de la com, pour arriver à cette proposition de valeur qui est pour le coup vraiment singulière? Alors, le dossier de presse, il est effectivement fait, c'est une collaboration entre les équipes du service presse, donc qui sont liées au service communication marketing, et les équipes qui sont sur les sites, donc les directeurs de sites, et puis éventuellement même toutes les personnes qui travaillent sur les sites, puisque je dirais que eux, ils ont la compétence de comment devoir fonctionner vis-à-vis des journalistes et de la presse, et nous, on a la connaissance fine du territoire, de ce qui va sortir, ce qui va être mis en avant, les nouveautés, etc. Donc c'est vraiment un travail de collaboration qui se fait à la fois sur les sites, mais aussi de manière transversale via ce service presse. On a de la chance à la Plagne puisqu'on s'appuie sur des personnes qui ont une grande expérience en fait, parce qu'elles fréquentent beaucoup les journalistes, elles gèrent beaucoup d'accueil presse aussi sur place, donc elles ont une grande expérience de ce qu'attendent les journalistes. L'idée du dossier de presse en général. Le constat de base, c'est qu'il y a un besoin de se différencier qui est très important puisqu'il y a quand même de nombreuses stations de ski en France. Globalement, on propose tous du ski. On sait tous faire ça. Donc, le ski, on connaît, on maîtrise. Il apparaît toujours dans le dossier de presse parce que c'est quand même un petit peu le cœur du produit et la base. Mais nous, on met surtout en avant des aspects plutôt différenciants, donc comme le distributeur de Beaufort dont tu parlais ou le Yogi Ski, puisqu'en fait, c'est vraiment ce que recherchent les journalistes. Donc, en amont, il y a un travail vraiment de collecte de l'information qui est faite entre les personnes du service presse et les personnes sur site pour vraiment essayer d'aller chercher les nouveautés. Alors, en fait, c'est vraiment un travail très minutieux et vraiment un travail de fourmi parce que le dossier de presse se fait globalement 5-6 mois à l'avance. Là, on est en train de commencer à travailler pour sortir celui de l'été. Et donc, aller maintenant, en janvier, demander aux sociopros et aux moniteurs de VTT ou de parapente s'il a des nouveautés pour cet été, globalement, il n'est pas du tout dedans. Donc, c'est vraiment un travail assez compliqué d'obtenir les informations en temps et en heure pour pouvoir les mettre en avant.
Chaque année, c'est un petit peu pareil. On a plein de nouveautés qui sortent, mais qui sortent trop tard pour être intégrées dans le dossier de presse. Donc voilà, il y a vraiment ce travail de collecte de l'information, de sensibilisation aussi des acteurs, en leur disant que c'est important qu'ils nous donnent leurs infos maintenant, même si techniquement on n'en a pas besoin maintenant parce qu'on n'a pas besoin de mettre le site internet à jour ou des choses comme ça. Mais par contre, on a besoin d'avoir ces infos-là pour pouvoir les valoriser auprès de la presse. Et après, voilà, cette collecte de l'information, je pense que c'est, voilà, à partir du moment où on arrive à avoir des nouveautés, donc des choses un petit peu différenciantes que les journalistes connaissent pas forcément, un format un petit peu original, puisque le service presse travaille chaque année à réaliser un format original. On a eu des menus, on a eu des choses comme ça. Chaque année, il y a un fil rouge qui est mis en place. Et on combine avec ça l'intégration des différents classiques, comme le domaine skiable, tout ça, communiquer sur le grand ski, c'est quelque chose qui marche quand même si c'est pas différenciant. On arrive à avoir un dossier de presse qui est assez efficace et assez différenciant. Cette année, le dossier de presse a également été dématérialisé. C'est-à-dire qu'on arrête de faire des envois papier assez denses et assez coûteux, et on utilise des outils en ligne qui permettent d'avoir un dossier de presse très interactif et très, très attirant aussi. Et on a eu des très bons retours. Enfin, le service presse a eu des très bons retours par rapport à ce dossier dématérialisé. Donc, c'est quelque chose qui va être a priori continué. Oui, et puis on peut noter qu'il y a une réelle volonté de marquer les esprits et de se différencier avec une signature qui est très personnelle et qui passe même par l'olfactif et le sonore. J'ai vu ça dans le contenu du dossier de presse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Donc, en fait, l'objectif de ce travail, c'était de passer du rationnel à l'émotionnel, en rapport aussi avec la promesse qu'on fait aux clients, puisque les souvenirs, tout ça, c'est quelque chose qui relève du domaine de l'émotionnel. Et donc, pour passer du rationnel à l'émotionnel, l'idée, c'est de capitaliser sur un maximum de sens différents. Donc, en rajoutant de l'olfactif et du sonore, ça permet de solliciter de plus en plus de sens. Moi, je suis particulièrement convaincue par l'olfactif parce que je pense que l'odorat, c'est un sens très très puissant par rapport aux souvenirs. On connaît tous la Madeleine de Proust, etc. Et je pense que c'est un sens qui est particulièrement adapté. Donc en fait, on a travaillé pendant plusieurs mois. Donc c'était des directeurs de sites qui étaient présents avec des personnes du service communication, etc. On a travaillé à la conception d'un parfum sur mesure, en fait, avec une société qui s'occupe de ça, d'un parfum sur mesure pour représenter en fait le parfum de la Plagne. En fait, on voulait créer l'odeur de la Plagne. Donc il a fallu faire un petit peu le tri entre les goûts de chacun et puis ce qui était acceptable aussi pour le plus grand nombre, ce qui est pas forcément évident. Il a fallu aussi faire un petit peu des choix parce que on a du mal à représenter l'hiver et l'été dans le même parfum, puisqu'on a des ambiances et des parfums qui peuvent être complètement différents selon les saisons. Donc on a réalisé finalement un parfum qui représente assez bien la forêt. En fait, on a vraiment des odeurs de forêt, de pin, avec une petite touche sucrée. Et moi, je trouve qu'il est assez réussi personnellement, et je pense que je suis très sensible moi au côté olfactif, donc il me plaît bien. Le but de ce parfum, donc on en a tiré plusieurs aspects. Donc la première chose, c'est on a des vaporisateurs en fait automatiques qui sont dans les entrées d'office de tourisme. Donc quand on rentre de l'office de tourisme, l'idée c'est de s'imprégner de ce parfum la Plagne. Alors c'est relativement discret, hein, c'est pas marqué en gros qu'il y a du parfum. Enfin voilà, on n'est pas là pour valoriser le truc, mais vraiment que les gens le sentent en rentrant et se disent tiens, c'est agréable. Au niveau des caisses d'air montée mécanique également, il y a ce parfum qui est diffusé tout l'hiver. Ensuite, on en a tiré également un petit parfum avec des bâtonnets que les gens peuvent acheter dans les boutiques et ramener chez eux dans l'idée de ramener l'odeur de la Plagne avec eux et de prolonger les vacances une fois qu'ils sont rentrés à la maison. Voilà, le nom de ce parfum, c'est Inoubliable, donc c'est pour faire écho également à la promesse client. Et pour l'instant, on a vraiment des bons retours par rapport à ça. Je pense que ça pourrait aussi être étendu, pourquoi pas, au niveau des restaurants ou des commerces. Voilà, il y a un travail qui est à mener avec les différents acteurs. Mais en tout cas, je pense que ça contribue vraiment à l'objectif dont je parlais, de passer du rationnel à l'émotionnel. Voilà, pour moi, le parfum, on est vraiment dans l'émotion, dans le souvenir.
Et sur le sonore? Sur le sonore, donc au niveau de la signature sonore, donc le travail est encore en cours, donc je ne connais pas le résultat final puisqu'on ne l'a pas terminé. L'idée, c'est d'avoir quelques notes facilement reconnaissables qu'on pourrait utiliser à la fois dans les teasers, à la fois dans les vidéos très courtes qu'on peut diffuser un petit peu sur les réseaux sociaux, je pense à Instagram, TikTok éventuellement, à la fois qui pourraient être utilisées en jingle radio. À terme, l'objectif, ça serait de réussir à créer, alors c'est un objectif qui est un petit peu ambitieux, mais quelques notes comme le jingle en fait de la SNCF qu'on connaît tous, qu'on reconnaît tous entre mille d'ailleurs. Voilà, d'avoir quelques notes qui immédiatement nous font penser à la Plagne et de réussir cette prouesse-là, de se dire ah bah ça c'est on reconnaît ce son-là, c'est la Plagne. On pourrait l'utiliser également sur la radio Air la Plagne. Enfin voilà, il y a plein d'utilisations possibles derrière. Est-ce que tu as l'impression que ton métier a beaucoup évolué ces 10 dernières années? Si oui, en quoi? Et comment est-ce que tu vois l'avenir du tourisme en montagne dans les 10 prochaines années? Ou éventuellement, qu'est-ce que tu aimerais qu'il devienne? Alors, sur les évolutions sur les 10 dernières années, j'ai pas forcément un recul exceptionnel puisque je n'ai pas une carrière encore exceptionnelle derrière moi. Je dirais que j'ai vu énormément d'évolutions sur les 2 dernières années, plus particulièrement avec la situation sanitaire qui nous a forcé à travailler autrement. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce qu'en fait, on a dû avoir une adaptation constante pour s'adapter à tout sur ces derniers mois. On a dû adapter nos manières d'accueillir les vacanciers parce que en fait l'hiver dernier on était dans un objectif avoué en fait d'avoir le moins de monde possible dans les offices de tourisme, ce qui est complètement contradictoire. En temps normal, on voudrait recevoir le plus de monde. Donc on a mis en place des rendez-vous téléphoniques, des visios possibles avec les conseillers en séjour, comme des différents aspects comme ça. Ensuite, sur l'animation, on a dû travailler différemment également. Pareil, d'habitude, notre objectif sur une animation, c'est d'avoir le plus possible de vacanciers, de recevoir le plus possible de monde. Là, on a dû travailler pour créer de l'animation autrement. Au lieu de donner rendez-vous tous à un endroit à une heure précise, et ben l'idée c'était d'avoir de l'animation qu'on pouvait emporter, qu'on pouvait faire dans son coin, qu'on pouvait faire chez soi. Donc voilà, je trouve qu'il y a eu des évolutions assez importantes sur les dernières années, enfin sur les 2 dernières années particulièrement. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que finalement, au début, ça a été perçu comme une contrainte, mais ça nous a aussi permis de nous remettre en question. Et c'est parfois super intéressant de se remettre en question parce que ça permet de sortir, de prendre un petit peu de recul, de sortir du fonctionnement habituel pour se dire voilà, est-ce qu'il y a des choses aussi à améliorer. Donc nous, on a réutilisé des choses qu'on avait mis en place en situation un petit peu d'urgence, qui aujourd'hui finalement sont utilisées de manière permanente. Sur ma vision à 10 ans, je pense que l'évolution du tourisme en montagne, ça devra passer par une valorisation du territoire en soi, en fait, et pas forcément liée à une pratique d'activité quelle qu'elle soit. Je pense qu'on est tous au courant que le ski, globalement, on va pas aller sur du très positif dans les années à venir. Je pense qu'il faut pas se voiler la face. Il y a des acteurs en station qui se voilent encore la face, mais il faut être assez lucide par rapport à ça. Moi, alors, ce que je vais dire, c'est certainement utopique et c'est peut-être pas ce qui se passera dans 10 ans, mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive vraiment à trouver des moyens de valoriser juste le territoire en soi. Et qu'on ait envie de venir à la montagne comme on peut avoir envie d'aller à la mer. En fait, moi, quand j'ai envie d'aller à la mer, j'ai juste envie d'aller à la mer. J'ai pas envie d'aller faire du bateau ou du kitesurf. Je peux avoir juste envie d'aller à la mer. Et aujourd'hui, on va à la montagne par rapport aux activités qu'on peut y pratiquer et pas parce que le territoire nous plaît en soi. Donc moi, je trouve que ce serait intéressant d'arriver par rapport à ça, d'arriver à cet objectif-là, pardon. Néanmoins, les activités, je pense que ça restera important. Donc, il va y avoir, je pense, dans les années à venir, aussi une grosse diversification des activités et certainement une réadaptation par rapport au fait que la neige viendra indubitablement à manquer. Je pense qu'il faut qu'on arrive également à transformer l'image de la montagne, la rendre plus facile, plus accessible. Aujourd'hui, même si c'est en train de changer déjà depuis plusieurs années, on est encore sur une image difficile, un petit peu sportive. Voilà, moi je trouverais ça sympa que les gens viennent en fait juste pour contempler, juste pour être dans un environnement agréable. Je reprends le parallèle avec la mer. Moi, quand je vais à la mer, je me pose sur la plage et je regarde la mer, je suis contente. Donc voilà, ça serait sympa aussi que les gens puissent venir à la montagne pour ça.
Et puis je pense également que ça passera, enfin les évolutions dans les prochaines années, il faudra que ça passe par une fréquentation plus répartie, plus étalée, peut-être plus locale aussi, que la montagne soit perçue comme un terrain de jeu un peu à proximité pour changer d'air, ne serait-ce que pour les gens qui habitent à Grenoble, Chambéry, Lyon. Pas forcément des vacanciers qui viendront du bout de la France, du bout de la planète pour faire une semaine de ski, mais simplement des gens qui profiteront aussi de l'environnement local à proximité, quoi. Merci beaucoup Camille Dutoit d'avoir été notre invitée. Voici 3 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est qu'il nous faut passer du concept de client à celui de vacancier pour mieux les considérer et mieux les intégrer dans leur contexte de consommation. Le deuxième point clé, c'est que créer un parfum et une bande sonore permet de jouer sur tous les sens et de faciliter la mémorisation de la destination. Et enfin, l'avenir du tourisme en montagne pourrait passer par une valorisation qui se fait davantage sur les territoires pour eux-mêmes et pas uniquement pour les activités qu'ils proposent. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si ça vous a plu et que vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoor, nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain où nous accueillerons une nouvelle invitée prestigieuse. Pour nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles, un commentaire et vous abonner sur votre plateforme de diffusion de podcasts favorite. Bien entendu, pensez aussi à partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.